bonjour, je suis François-Marie Porte et je suis l'auteur de ce livre « La femme au Moyen-Âge, Aristote contre l'Évangile ». Alors déjà, il y a une erreur qui est faite souvent sur le Moyen-Âge, c'est qu'on pense que c'est une période tout à fait homogène. C'est pas du tout le cas, et surtout ça concerne une période de quasiment 1000 ans. Et donc je vous laisse imaginer qu'en 1000 ans, il y a eu le temps de faire beaucoup de changements, notamment sur la condition féminine. Le Moyen-Âge a tendance à être beaucoup trop fantasmé, ou alors beaucoup trop idéalisé, ou beaucoup trop diabolisé. Bref, on est toujours excessif lorsqu'on commence à parler du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, comme je l'ai dit, c'est une période de 1000 ans. Et donc en fait, il y a tout un tas de courants qui vont se développer, notamment sur la question de la femme. Une des particularités du Moyen-Âge occidental, c'est qu'il est chrétien. Et donc, la réflexion sur la femme suit les évolutions et les développements théologiques que l'on va avoir à propos de la femme. Quand on parle de la femme au Moyen-Âge, on a souvent cette espèce de jugement que l'on peut porter, nous, à partir de notre époque contemporaine, sur des temps passés qui seraient forcément moins bons que nous. C'est parce qu'en fait, on vit sur le mythe du progrès en pensant que aujourd'hui est forcément meilleur qu'hier. Par exemple, la question du droit de vote des femmes, eh bien, les femmes pouvaient tout à fait voter. Le seul problème, c'est que le vote se faisait par foyer. Et donc, c'était un seul vote pour l'ensemble de la famille qui vivait autour d'un même feu. De la même manière, les femmes pouvaient évidemment travailler, que ce soit dans le monde paysan, le monde artisan, le monde bourgeois et le monde noble. Il n'y a que dans le monde de la noblesse où finalement les nobles, les femmes de seigneurs, les reines, etc. en fait avaient un petit peu moins de liberté. Mais ça, c'était en raison de leur noblesse. C'est qu'à la noblesse incombaient des tâches, des devoirs qui se trouvaient être toujours mis en rapport avec le bien du territoire, de l'État, d'où les mariages arrangés, les querelles de succession, etc. Mais on a eu de très grands noms, par exemple, parmi les femmes du Moyen-Âge. Vous avez Aliénor d'Aquitaine, qui avait réussi à mettre toute sa famille à la tête de l'Europe. Vous avez Blanche de Castille, vous avez Marie de France, etc. Bref, tout un tas de femmes qui ont été très marquantes. Et donc, le Moyen-Âge n'a pas eu tendance à écarter les femmes. En revanche, elles avaient une place qui était complètement différente. Quand on parle d'obscurantisme sur la femme, il est vrai que nos sociétés ont tendance à ne pas tout à fait comprendre quel était le cadre épistémologique, c'est-à-dire quel était le cadre de pensée dans lequel on étudiait ce qu'était la femme. Et il est vrai qu'il y a une certaine obscurité pour notre société moderne, puisque c'est à partir de la foi, de l'évangile, de la théologie, qu'on va déployer toute une réflexion sur la femme. En fait, elle a suivi les évolutions politiques des différents pays de l'Occident. En revanche, moi je me suis concentré sur une chose, c'était de quelle manière on pouvait réfléchir sur la femme. C'est-à-dire quels étaient les discours qui disaient ce que la femme était. Et pour le coup, on peut voir qu'il y a une évolution qui est tout à fait palpable, et la plus marquante de ces évolutions, à mon sens, c'est le 11e, 12e, 13e siècle. En fait, jusqu'à présent, pour parler de la femme, on avait l'évangile, la théologie, les pères de l'Église, Augustin en tête. On avait aussi certains médecins que l'on connaissait assez bien, comme Galien, qui avait par exemple dit que l'homme et la femme, entre l'homme et la femme, eh bien, la femme est un mâle inversé. C'est-à-dire que tout son appareil reproducteur est inversé, c'est-à-dire est interne, et finalement, son caractère va aussi être des caractéristiques inversées. Non pas contraire, mais inversées. C'est-à-dire là où l'homme est fort, la femme peut être douce. Là où l'homme est prudent, la femme peut être très sage au niveau pratique, même de l'artisanat. Il y avait des personnalités aussi comme Pierre Lombard qui vont faire une énorme somme, qui vont essayer de ramasser tout ce que le christianisme pouvait apporter et dire à propos de l'ensemble des choses, mais en particulier à propos de la femme. À partir du 11e, 12e, 13e siècle, il y a un auteur qui fait l'irruption parmi tout le monde scientifique et qui s'appelle Aristote. Or, cette irruption va faire muter toutes les conceptions que les personnes avaient sur tout un tas de sujets. Et moi, j'ai choisi de prendre le sujet de la femme parce qu'il est symptomatique, puisque le sujet de l'homme, de la femme, etc. sollicite énormément de sciences. La philosophie, la théologie, la médecine, la politique, la morale. Or, Aristote a un propos philosophique, moral, politique et médical, ou plutôt anatomique.
Et ainsi, chacune des sciences qui existaient avant va essayer de récupérer Aristote et d'essayer de lui ménager une place au sein de son édifice conceptuel. Sauf que certains auteurs vont être obligés de virer certaines choses, vont être obligés de changer certaines conceptions qu'on avait avant. Je donne un exemple. Les médecins qui vont redécouvrir Aristote vont se rendre compte que pour Aristote, la femme n'est pas un mâle inversé, mais un mâle manqué. C'est-à-dire que le mâle veut produire un semblable dans la femelle, sauf qu'il produit une femelle, c'est donc qu'il a raté quelque chose. Ce faisant, certains auteurs vont considérer qu'il va y avoir des conséquences pratiques, des conséquences morales. Si la femme est un mâle manqué, alors elle est comme l'homme, mais manquée au niveau moral. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'être prudente, elle n'est pas capable d'être tempérante, elle n'est pas capable d'être sage, elle n'est pas capable d'enseigner, de gouverner, etc. Or, tout ceci avait été globalement rejeté par le christianisme, qui avait vu entre l'homme et la femme deux êtres égaux à l'origine en dignité, en valeur et en capacité. Et donc, on va avoir certains paradoxes historiques. Vous avez par exemple un Thomas d'Aquin qui est capable de vous écrire que la femme ne peut pas gouverner, alors qu'il est invité à la table de Louis IX, où on sait très bien que sa femme va être celle qui va gouverner en régence tout le pays pendant son absence pendant les croisades. Bref, c'est l'irruption de la conception aristotélicienne de l'homme et de la femme qui va faire voler en éclats tout un édifice conceptuel. Alors j'ai choisi d'analyser 4 auteurs. On a d'abord Albert le Grand, qui est un théologien dominicain, qui lui est un puits de science déjà à son époque, de son vivant, et qui va essayer de tenir toutes les influences ensemble, c'est-à-dire un Aristote, un Galien, même s'ils sont opposés, on peut essayer de les mettre d'accord. Augustin et Aristote, on va essayer de les mettre d'accord aussi. Saint Paul, et ainsi de suite, on va essayer de les réinterpréter. Souvent, on arrive avec Albert le Grand à des tensions, à des incohérences, où on se rend compte qu'il n'a pas envie de résoudre les affaires. Bref, c'est une tentative de juxtaposer les différents avis sur la femme. Thomas d'Aquin, disciple d'Albert le Grand, lui va essayer d'intégrer Aristote au niveau des principes, de telle sorte que Aristote gouverne toutes les autres sciences quand on regarde les principes rationnels. C'est-à-dire qu'on va faire de la théologie en utilisant la philosophie aristotélicienne. On va faire de la médecine en utilisant les principes de la réalité naturelle aristotéliciens, et ainsi de suite. Ce faisant, c'est pas simple pour Thomas d'Aquin d'admettre certaines conclusions théologiques et en même temps d'admettre certaines conclusions philosophiques. Par exemple, Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus, est bien considérée par Thomas d'Aquin comme la reine du ciel, et pourtant, il considère comme Aristote que la femme ne peut pas gouverner. Qu'est-ce qu'une reine qui ne pourrait pas gouverner? On se le demande. Enfin, troisième auteur, Gilles de Rome, disciple de Thomas d'Aquin, qui va lui être capable de dire aux médecins qu'ils se trompent en utilisant un Aristote qui est plus ancien que Galien contre les médecins qui utilisaient eux Galien. Ensuite, j'ai voulu faire un espèce de contraste dans ma thèse en prenant Bonaventure. Bonaventure, lui, va considérer que la foi reste au principe. Et tous les données de foi restent au principe. Aristote est intéressant, Aristote est intelligent, mais il ne suffit pas pour comprendre la réalité de la création. En l'occurrence, l'homme et la femme sont un mystère, et un mystère qui ne peut être révélé que par la révélation du Christ. Et ça va être un bouleversement, puisque Aristote va être relégué à un simple outil rationnel qui doit être lâché. Le réel va suivre toutes ces déterminations rationnelles, puisque, ça s'est déjà passé un petit peu avant, à partir de la bulle Parensentiarum, où le pape va faire que tous les universitaires deviennent des clercs, et ainsi, aucune femme ne peut devenir universitaire. Donc les femmes ne peuvent plus être médecins, elles ne peuvent pas être théologiennes, elles ne peuvent pas être philosophes, et elles sont évacuées des lieux d'enseignement. Donc de facto, les femmes ne peuvent plus enseigner, elles ne vont plus pouvoir gouverner, ne seront plus que finalement des femmes d'influence, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir au moment de la Renaissance. Alors je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait d'utiliser des représentations que l'on peut avoir du féminisme ou de la féminité ou de la masculinité à une époque et d'essayer de le transposer à une autre époque. Je pense que c'est faire une erreur épistémologique, historiographique. C'est très compliqué, vous voyez, de traiter un auteur de misogynie si à son époque c'était pas misogyne. De la même manière, c'est très
Ce serait très étonnant de dire qu'un auteur est féministe alors qu'à son époque, il n'en avait rien à faire. En revanche, ce que j'ai découvert en travaillant cette thèse, c'est que, en fonction des principes rationnels que nous avons pour envisager le réel, nous n'aurons pas le même discours sur les réalités. C'est à peu près normal. Or, le christianisme apporte une rationalité, apporte un regard sur le réel qui est très intéressant parce que il est intervenu à une époque où finalement on considérait que la femme était un incapable juridique. On peut penser à l'Empire romain par exemple. Eh bien, le christianisme naissant dans l'Empire romain va redonner à la femme le statut de personne. Et ça va être par exemple des jeunes filles qui vont vouloir ne pas se marier, qui vont s'affirmer comme les premières, si je puis dire, féministes de leur époque. Et ce, en raison d'un cadre rationnel chrétien qui leur faisait dire, puisque tu es une personne humaine, puisque dans le Christ il n'y a plus ni homme ni femme, eh bien tu peux t'affirmer comme personne. Et je pense que là, on a tout un champ d'exploration à envisager, puisque vous avez par exemple Judith Butler qui va envisager que c'est d'abord les rapports d'opposition qui sont les principaux entre l'homme et la femme, ou entre les individus. Vous voyez, ça c'est un choix épistémologique qui a été fait, c'est-à-dire qu'on choisit de considérer que les individus sont en lutte les uns par rapport aux autres. Mais si on prenait la relation comme ce qui était au fondement de ce qu'est l'homme ou de ce qu'est la femme, je suis un homme relativement à ce qu'est une femme, et je suis une femme relativement à ce qu'est un homme au sein d'une culture. Donc de la même manière que les médiévaux ont dû faire un choix épistémologique pour considérer le réel, eh bien nous devons nous aussi faire un choix épistémologique pour considérer comment nous regardons l'homme et la femme. Et la femme, vous voyez, le féminisme d'aujourd'hui est en espèce de quête de savoir quels sont ses principes fondamentaux, quels sont les principes fondamentaux du féminisme. Eh bien, ça peut être intéressant de voir dans l'histoire quels ont été les principes fondamentaux pour envisager l'homme et la femme, et de voir quels ont été les principes qui ont mené à quelque chose de plutôt positif, et quels sont les principes qu'il faut peut-être évacuer.